Salut tout le monde, bienvenue pour cette 37e émission Kaboom. On va aller aujourd'hui à la découverte de l'univers de Gungo. Ça me fait très peur. Je disais donc qu'on va partir à Munich à la rencontre des auteurs Thomas van Koement et Benjamin van Eckersberg. On n'est jamais tranquille. Gung-Ho est une série qui se déroule dans un décor post-apocalyptique. Ça parle d'une communauté qui vit entourée de barricades afin de se protéger du danger venant de l'extérieur. À l'intérieur de cette communauté, tu dois suivre les règles. Dans le cas contraire, ça deviendrait dangereux. À l'intérieur de ces murs se trouvent des adolescents et ils ne veulent pas suivre les règles. Le pitch de cette série pourrait être les règles et les cœurs vont être brisés. Ouais, c'est un bon pitch. En fin de compte, cela parle du fait d'être né quelque part et de découvrir en devenant plus vieux les règles qui régissent ce monde. Est-ce que vous allez aimer ces règles? Est-ce que vous allez les accepter et essayer de vivre au sein de cette structure? Ça parle aussi des relations entre les personnes qui vivent au sein de cette communauté. Comment les personnes interagissent-elles et comment les adolescents sont connectés avec les adultes. Et c'est vraiment pour moi le point de vue intéressant de cette histoire. La signification de Gung-Ho pour les adultes vient du fait qu'ils veulent que les choses se déroulent en cohésion et dans le calme, prendre des responsabilités. Et enfin, nous avons le sens de Gung-Ho pour les plus jeunes qui serait de faire des choses stupides en connaissance de cause, de véritables casse-cous. Ils veulent se montrer, faire des trucs stupides comme tous les ados, juste pour s'amuser. Et pourtant, dans cette histoire, ils doivent suivre les règles afin d'être en sécurité. Donc il faut être très strict. Et de ce fait, les adultes font également des erreurs en étant par moments hypocrites. Et quand les ados réalisent cela, ils remettent tout en question. Et c'est de là que la pression vient, de la communauté. Et enfin, vous avez la pression de l'extérieur, avec ces animaux particulièrement dangereux qui combattent les humains. Tout ce qui arrive, notamment les histoires d'amour entre les jeunes, ne serait pas aussi intéressant s'il n'y avait pas ce danger venu de l'extérieur. À la fin du deuxième tome, il y a cette scène de punition. Les ados sont sortis du camp sur leur moto. Ils se chassent les uns les autres, avec pour conclusion que l'un d'eux se fait prendre par les Reapers et meurt décapité. Les adultes doivent réagir, et ils le font en les battant littéralement devant le reste de la communauté. Cette scène, c'est en quelque sorte le dernier avertissement qu'ils reçoivent. Miss Kingston leur dit avec ces mots « Nous vous punissons car nous vous aimons ». Nous n'essayons pas de vous emprisonner derrière ces murs et nous comprenons que vous êtes des ados et que vous voulez vivre des aventures et voir le monde. Vous voulez sortir. Nous n'essayons pas de vous en empêcher, mais nous savons que dehors, il y a les Reapers et vous allez être tués. Les Reapers sont les murs qui vous emprisonnent
pas les parents ou les adultes. Et c'est vrai, ils ne mentent pas. Mais malgré tout, vous pouvez imaginer que la révolution gronde parmi les jeunes. Ce conflit de génération est pour moi très intéressant. Nous nous sommes rencontrés, je crois, en 1998. 96. Oh, 1996. C'était juste après mes études de mode. Je travaillais sur des planches de BD qui étaient destinées au Festival BD de Munich et Benjamin travaillait sur l'affiche. And Benjamin was doing the cover artwork for the poster, which was way better paid than... C'était bien mieux payé que les planches que je réalisais. Je comprenais pas trop ce concept, donc j'ai essayé aussi de décrocher le job pour le poster, mais il m'a pas laissé faire. But Benjamin wouldn't let me. Son plan n'a pas marché. J'ai donc pu faire l'affiche et il a travaillé sur le catalogue. Après ça, nous nous sommes revus dans un magasin de BD de Munich. Nous avons parlé de cette première rencontre, mais nous n'avions pas de rancœur. Et nous avons décidé d'aller à un workshop sur la BD. On a passé un bon moment ensemble et Benjamin m'a donc demandé de rejoindre l'atelier artistique The Artillery. C'était génial pour nous de partager toute l'énergie que nous avions pour l'illustration, la BD, les films, les jeux et tant d'autres disciplines. Chacun amenant un point de vue nouveau à ça. C'était une très bonne chose à développer ensemble. Généralement, dans ce genre d'atelier, la plupart des personnes travaillent pour le cinéma ou des agences de pub, parce que c'est là que tu peux gagner ta vie correctement. Nous avons eu la chance d'être édités par un éditeur français, parce que le marché français est bien plus grand que le marché allemand. Notre première série, La Chronique des Immortels, est une adaptation d'une série allemande de romans de Wolfgang Holbein, un écrivain très réputé en fantastique et science-fiction en Allemagne. Ça débute au XVe ou au XIVe siècle en Transylvanie. Cela parle d'un guerrier immortel qui tente de découvrir pourquoi il est immortel, tout en étant pourchassé par d'autres immortels. C'est une sorte de mix entre Highlander et Vampire. Il va rencontrer Vlad Tepes, le véritable comte Dracula. Il va traverser l'histoire, devenir vieux et vivre beaucoup d'aventures tout en essayant de comprendre comment il parvient à survivre à ses blessures. Pour nous, c'était bien de commencer notre carrière avec ce projet, car nous aimions beaucoup ce genre d'univers. Tommy a lu le livre alors qu'il n'y avait que 3 romans publiés, et il a immédiatement visualisé et imaginé beaucoup de choses autour des lieux, des personnages et de l'action. C'était la période où Le Seigneur des Anneaux était au cinéma. Je me suis dit, yeah! Et pour moi qui étais un grand fan de Conan le Barbare quand j'étais enfant, chacun de nous a pu trouver de quoi s'amuser avec ce projet. J'ai arrêté de travailler sur La Chronique des Immortels parce que c'était devenu un gros succès en Allemagne, comme en France, et les gens me disaient sans cesse « Est-ce que nous pourrions faire un film ? Ou est-ce que nous pourrions faire un jeu vidéo ? Ou des trucs du genre ?» Et je répondais « Oui, allez-y, donnez votre argent à Wolfgang Holbein, c'est son histoire, pas la mienne. » C'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était le bon moment pour débuter notre propre histoire et laisser les chroniques à un autre dessinateur.
Nous n'avons jamais eu dans l'idée de faire la chronique des immortels toute notre vie. C'était une offre que nous avions reçue d'un éditeur allemand. Il avait demandé à Tommy s'il voulait dessiner un album. Ils m'ont demandé si je voulais scénariser ce projet. J'ai dit d'accord. Mais il n'y avait pas de plan sur le nombre d'albums que nous allions faire ou combien de temps l'écrivain allait produire ses romans. Il y en a 18 aujourd'hui, je pense. Avec 2 BD par roman, on aurait pu continuer pour l'éternité. Mais ce n'était pas notre histoire. Pour nous, c'était un point de départ pour expérimenter et nous tester. C'était donc très naturel pour nous d'aller vers un autre projet et faire notre propre histoire. Dès le moment où j'ai imaginé travailler sur autre chose, je savais que ce serait avec Benjamin, parce que nous sommes continuellement assis dans la même pièce, nous partageons le studio tous les jours. Bref, c'est une véritable amitié et nous avons appris au fil des années à travailler ensemble de façon productive et en harmonie. C'est une chose rare. C'était clair que nous allions faire quelque chose ensemble, et Benjamin a finalement eu une idée, il m'en a parlé dans l'avion et j'ai directement été très intéressé. C'était le début de Gungo. Je me souviens précisément du moment où j'ai eu cette idée. J'étais occupé à boire mon café matinal, je feuilletais un livre et il y avait cette illustration. C'était un paysage avec une ville, tout était détruit. Ce n'était pas un paysage normal. Et une partie de cette illustration était une colline avec de l'herbe jaunie. Il y avait un feu de signalisation, mais il n'y avait plus de route. Sous ce feu de signalisation se trouvait une fille. Ça a déclenché pas mal de choses dans mon cerveau en ébullition et je me suis dit, ok, et s'il y avait toute une bande d'adolescents assis là aussi sous ce feu, symbole d'un monde et d'une civilisation passée, et peut-être qu'il pourrait y avoir des bois tout autour et de ces bois pourrait venir le danger. Les jeunes ne peuvent pas être là. Ils ont quitté leur colonie pour fumer, boire, faire la fête et toutes sortes de choses qu'ils ne sont pas autorisés à faire. Ils ont des armes et certains d'entre eux doivent les garder, pendant que les autres s'éclatent à cause de ce danger venu de la forêt. Cette scène est apparue telle quelle dans mon esprit. Je me suis donc assis et j'ai commencé à rédiger toutes les règles de ce monde. Ce que je n'avais pas encore, c'était les personnages ou l'intrigue. Je suis un rêveur éveillé. Parfois, je me parle à moi-même, comme dans un dialogue. En tant qu'écrivain, tu dois imaginer des scènes et tu dois imaginer différents personnages qui interagissent. Et je joue les rôles à voix haute. C'est comme ça. Je vois un truc et je rêve éveillé. Je vois ça comme si c'était un film. Je sais dans quelle direction je veux aller et j'attends que les images arrivent. Et enfin, Tommy fait le remake de ce film qui s'est déroulé dans mon esprit avec ses dessins. Souvent, ces visualisations sont meilleures que les miennes. Pas tout le temps, mais souvent. Et le mélange de ça est pour moi la joie de ce travail d'équipe. Tu as quelque chose de meilleur. Pour la narration, c'est comme une seule et longue histoire, et non pas comme une série d'aventures individuelles avec les mêmes personnages. D'une certaine façon, la meilleure façon de lire Gung Ho serait d'attendre que les 5 livres soient sortis et de les lire en une fois. Non, that's not true. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment cool de lire livre par livre. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Ce que je veux dire, c'est que si j'avais écrit le premier livre et que Tommy l'avait illustré, 1 an et demi après, c'est publié. Entre-temps, je me serais dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire en attendant? Je crois que si cela s'était déroulé comme ça, j'aurais complètement perdu le fil de l'histoire. Parce que l'histoire est vraiment construite pour mener à un point bien précis. Si j'avais dû m'interrompre à chaque fois, des années après la sortie du tome 1, j'aurais fait des nouvelles expériences, mon intérêt aurait pu aller vers d'autres choses. C'est mieux de faire ça en une fois, je pense. It's written like a script for a movie. C'est écrit comme un scénario de film, où le premier livre serait les 20 ou 30 premières minutes du film. So that's the concept. Habituellement, dans les univers post-apocalyptiques, tout est gris, sombre et sale.
Je voulais montrer le côté plus adolescent. Même si l'environnement est vraiment hostile, tu peux toujours y voir sa beauté. Avec un temps magnifique, tout est très ensoleillé, tout est romantique d'une certaine façon. Ça rend Gung Ho visuellement différent des autres histoires du même genre. La façon dont nous travaillons est la suivante. Benjamin me donne le script qui est écrit, comme pour un film, et je réalise le storyboard. Je travaille plan par plan, je réfléchis pas en termes de pages de BD, mais comme si c'était un film. Ensuite, nous parlons ensemble de la meilleure façon de raconter l'histoire, et après ça, je prépare les planches. Pour ce projet, je travaille exclusivement par ordinateur, car tout est réuni en un seul et même fichier. Tu peux ainsi passer du storyboard au dessin. Je voulais développer quelque chose de nouveau pour le marché français, mais que faire? Les artistes français sont très doués avec les traits, donc je vois pas l'intérêt d'essayer de faire mieux. Donc j'ai purement et simplement décidé de travailler sans traits. L'inconvénient est que c'est très difficile à rendre lisible. J'ai donc essayé de trouver un moyen d'avoir une bonne lisibilité en développant cette technique de découpage et collage, où tu as des silhouettes très marquées, très nettes. Pratiquement, je travaille avec des calques, en commençant de l'arrière-plan vers l'avant-plan, avec cette technique de collage. Pour moi, Tommy est un artiste dont la plus grande force est l'esprit qu'il parvient à évoquer avec ses dessins. Pas seulement quand moi je les découvre, mais aussi d'autres personnes qui me disent « Waouh, c'est un vrai plaisir à regarder ». C'est l'ambiance recréée. Ça ne doit pas être spécialement un soleil radieux, mais c'est cette vision proche de la peinture que les lecteurs apprécient. Je crois que le look de Gung Ho est unique. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent en numérique, mais je ne connais pas d'autres bandes dessinées qui ressemblent à la nôtre. C'est ce style différent que Tommy a cherché à créer. Pour le tome 3, l'élément le plus important est que Archer va se battre pour quelque chose auquel il croit. Finalement, et pour la toute première fois. Oui, c'est pour ça, et il va être jeté hors de la colonie. C'est comme le... C'est le tournant qui va mettre beaucoup de mouvement à l'ensemble de l'histoire. Son petit frère Zach est maintenant forcé de décider de quel côté il va se tenir. Va-t-il choisir la loyauté envers son frère, la seule famille qu'il est, ou va-t-il rester loyal envers la communauté et y défendre sa place? La seconde partie de ce tome 3 et les suivants parleront de la jeunesse qui tente de changer le monde dans lequel elle vit. Parce que la jeunesse a toujours eu cette énorme énergie, qui peut être bonne ou mauvaise, mais c'est toujours un point de vue neuf sur les choses. Le début de la série montrait le statu quo, et pour la suite, c'est la force de la jeunesse qui va faire bouger tout cela. Et là, mon mignon... Bon ben voilà, on se quitte pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Et en attendant, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook ou sur notre site internet pour revoir toutes nos émissions ou découvrir des séquences bonus. Bon ben moi, j'en ai plus pour longtemps. Je m'en fais un petit dernier et puis je vous laisse. Bouge pas de là, mon gros. Dans la fesse.